Bonjour à tous, donc Pierre Vital, je suis le président d'Oiseau. Je suis ravi de vous recevoir au Alemera pour cette présentation des chiffres bilan d'activité troisième trimestre de la Gironde. Donc dans le fonctionnement, on a choisi ce format de webinar et on est ravi de pouvoir enchaîner après avec un échange en live avec Emmanuel Cos, ancien ministre du Logement, qui nous parlera du sujet qui est d'actualité, les nouveaux usages, services attendus, mise en lumière par la crise sanitaire et la période de confinement, notamment au sein des grandes métropoles telles que Bordeaux. Donc, tout d'abord, un tout petit mot pour vous présenter l'Oiseau en quelques mots. Donc l'Oiseau est une association qui a été créée il y a 10 ans, donc on a fêté la 10e année cette année, et qui regroupe des professionnels du monde de l'immobilier dans la promotion, dans le lotissement, dans les maisons, les constructeurs de maisons individuelles, et qui a vocation à observer toute la Nouvelle-Aquitaine. J'en suis le président, François Cheminade, notre vice-président du TAB, et Virginie Sicard en est la directrice et votre interlocuteur privilégié. Pour commencer donc sur les chiffres de la Gironde. Donc voilà, donc chiffres de la Gironde de la promotion immobilière. Donc on constate tout d'abord un recul très net des ventes sur le troisième trimestre, avec une baisse de 42% des ventes sur l'ensemble du territoire, établissant ainsi les 3 premiers trimestres à 2322 ventes, là où on était à 4077 ventes l'année dernière, donc très forte baisse. On constate sur ce territoire-là une forte orientation des ventes sur la Bordeaux Métropole, bien évidemment, qui dépasse comme toujours une représentation de plus de 80%. Et on constate un phénomène assez particulier, c'est un recentrage des ventes pour les autres territoires, plutôt sur le littoral, ce qui est une particularité par rapport à 2019. Concernant l'alimentation, on constate que les mises en vente, d'une manière, on va dire, assez naturelle, se sont beaucoup orientées sur Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole concentrant la principale part de logements mis en vente. Et on constate que l'offre, quant à elle, est totalement recentrée sur Bordeaux Métropole, pouvant faire potentiellement croire à une pénurie sur les territoires, l'ensemble des territoires et plus particulièrement sur la métropole bordelaise. On rentre de suite dans le sujet des chiffres de Bordeaux Métropole. Donc, Bordeaux Métropole constate aujourd'hui une baisse sur les ventes de 42% sur les 3 premiers trimestres. Donc 42%, on parle donc de 1869 ventes sur les 3 trimestres, là où on était à 3235 ventes. Il faut quand même regarder des éléments assez importants. Tout d'abord, la part aidée. On constate que la part de logements aidés, finalement, c'est pas trop mal tenu, même a été sur un niveau de représentation plus élevé que ce qu'on avait connu depuis 2018, avec 20% sur le dernier trimestre et d'une manière générale 19% sur les 3 premiers trimestres, donc sur un niveau plus élevé. Et on constate par ailleurs que la part des ventes sur les secteurs aménagés a tendance à croître, puisque le dernier trimestre révèle donc 46% de ventes en secteur aménagé. Et si on fait un focus plus particulier sur la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux a produit sur le dernier trimestre 92% de ses ventes sur les secteurs aménagés. Et sur les 3 premiers trimestres, Bordeaux a vendu 75% en secteur aménagé. Donc c'est une particularité évidemment de la ville de Bordeaux, mais d'une manière générale, on constate effectivement cette montée en puissance des ventes en secteur aménagé. Si on regarde l'évolution des ventes sur l'ensemble du territoire, à gauche, vous avez la cartographie des 3 premiers trimestres 2019 et à droite de l'année 2020. On avait donc l'année dernière constaté une forte représentation des ventes sur principalement Bordeaux et le sud de la métropole avec Villeneuve-d'Ornon. On constate cette fois-ci qu'on a plutôt un recentrage sur la ville de Bordeaux et sur les secteurs aménagés de la ville de Bordeaux, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'effectivement, la part totale des ventes de Bordeaux représentait 22% l'année dernière. Là, aujourd'hui, on n'est pas loin du tiers, avec ce fort recentrage, on va dire, sur les secteurs centraux de la ville de Bordeaux et les secteurs de l'EPA. On rentre ici sur les mises en vente. Donc, concernant les mises en vente, l'impact est encore plus fort puisqu'on est sur 58% de baisse des mises en vente sur la période. Donc, ça représente 1491 lots mis en vente, là où à la même période l'année dernière, on était à 3568.
Donc là, pour le coup, chute très significative. On constate un très fort impact sur les 2 premiers trimestres, avec une légère remontée sur le dernier trimestre qui correspond vraisemblablement au ralentissement qu'on avait connu à la fois avec le confinement première version, mais aussi avec les élections municipales. Donc, le regain qu'on constate au 3e trimestre n'a malheureusement pas compensé l'énorme perte qu'on avait eue sur le début de l'année. Si on regarde en détail la représentation de cette offre, donc de la même façon, à gauche, vous avez donc 2019, à droite, vous avez 2020. De la même façon que ce qu'on a pu constater sur les ventes, on a aussi un recentrage donc des mises en vente sur les secteurs aménagés. 45% des mises en vente qui se font sur la ville de Bordeaux en 2020, alors qu'on était à 33%, et avec effectivement une forte représentation que vous voyez sur la ville-centre, donc Bordeaux et les secteurs EPA, certains secteurs aussi sur la rive droite en secteur aménagé sur Niel-Brazza. Donc, on voit effectivement que à date, l'offre qui est mise en vente est principalement recentrée sur la ville de Bordeaux. Donc, concernant les stocks, sur les stocks s'amenuisent. On a perdu 23% de stocks depuis l'année dernière. Et vu effectivement la tendance de mise en vente qu'on a constatée sur la slide précédente, on voit que la part de la ville de Bordeaux en termes d'offres a tendance à croître. On est sur le plus haut niveau de ce qu'on constate depuis 2018, avec 46% de représentation de l'offre sur la ville de Bordeaux. Alors, cette offre, où est-elle représentée? On voit effectivement que l'offre, pareil, 2019-2020, se concentre sur la ville de Bordeaux, avec finalement très peu de villes aujourd'hui qui ont encore de l'offre disponible. On voit toujours donc, les villes qui historiquement alimentées, comme Mérignac, comme Île-de-la-Mornon, qui continuent à représenter, mais une offre qui aujourd'hui, au-delà d'être représentée sur la ville de Bordeaux, a tendance à être encore plus représentée sur le secteur EPA et sur les secteurs d'aménagement ville-centre. Répartition des ventes. Donc, on voit qu'effectivement, sur la période, l'ensemble des segments investisseurs et propriétaires occupants ont été impactés. Donc, on voit effectivement que on n'a pas un marché qui a plus souffert que l'autre. Les deux marchés ont tendanciellement eu une baisse significative. Et la part des investisseurs a plutôt tendance à baisser. On est à date à 49%, mais sur des niveaux qui sont finalement assez stables. Donc, l'impact et aujourd'hui, les ventes montrent bien qu'il y a un appétit et un attrait à la fois sur le segment investisseur et aussi sur le segment occupant. Il est intéressant, et ça c'est une cartographie qui est un petit peu nouvelle, de voir comment se positionnent aujourd'hui les ventes entre investisseurs et accédants. Donc, ce que vous constatez, donc toujours de la même façon, comparaison 2019-2020, on voit effectivement que les secteurs qui sont les secteurs les plus orange foncé sont les secteurs où on est sur de la vente à investisseurs, et les segments verts sont les segments qui sont plutôt orientés sur l'accession à la propriété. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a une montée en puissance de l'accession à la propriété, aussi bien sur la ville-centre que sur les villes périphériques, avec très certainement un double phénomène, celui d'une offre qualitative plutôt pour le haut de gamme sur le centre-ville, et sur les extérieurs, la recherche probablement de prix un peu moins élevés. Et on voit également que les investisseurs, eux, sont probablement allés chercher des territoires avec des plus fortes rentabilités locatives, donc des secteurs périphériques un peu plus éloignés. L'évolution des prix qui pose une vraie réflexion dans ce contexte un peu de pénurie, c'est effectivement une augmentation aussi bien de l'offre, donc sur la partie qui est représentée ici en rouge, avec effectivement une décorrélation entre l'offre et les prix de vente, et également une augmentation des prix de vente. Donc aujourd'hui, on voit bien une augmentation de 3% sur la partie vente et de 8% sur la partie offre à la vente. Donc, avec ce risque effectivement de pénurie qui se ressent directement dans les chiffres, et on ne constate pas à date une baisse significative sur les prix de vente. La représentation de la ville de Bordeaux y est aussi pour quelque chose, puisqu'effectivement, les prix sur le secteur de Bordeaux sont parmi les prix les plus élevés.
On voit également donc sur la distinction entre les prix de vente investisseurs et les prix de vente en propriétaire occupant. La tendance haussière, elle s'augmente, elle s'accélère sur les deux axes, hein, et plus particulièrement sur le secteur propriétaire occupant, avec 3% de croissance sur les investisseurs, là où on est à 3,8% sur la partie propriétaire occupant. Cartographie donc des prix que vous connaissez maintenant bien, avec effectivement cette notion d'évolution de prix qui est représentée en fond sur les cartographies et de niveau de prix, avec voilà, on le voit bien ici, des niveaux de prix qui sont toujours très élevés sur la ville de Bordeaux et qui sont les plus élevés sur la ville de Bordeaux, et une tendance aussi, donc des prix qui restent par contre, et c'est là où la différence apparaît cette année, une stabilisation des prix sur la ville de Bordeaux qui est fortement représentée donc par les ventes en secteur aménagé où les prix ont été tenus, mais par contre des secteurs périphériques qui eux ont fortement augmenté en prix. Voilà. On a fait une analyse, comme on le fait souvent, pour voir quels étaient les impacts de prix par typologie de produits, avec à la fois les prix dans le logement libre, parking compris, et le prix sur les logements aidés. Une hausse sur tous les segments. Donc là, c'est effectivement, ça pose problème et ça pose question sur la solvabilité des ménages, avec des fortes augmentations sur les grandes typologies dans la partie logement libre en T4, T5, avec effectivement des logements qui frôlent les 400 000 euros pour les T4, et on est donc au-delà de 500 000 euros pour les T5. Et sur la partie logement aidé, on a également cette notion d'augmentation avec sur les T2 une très très forte augmentation proportionnelle. On est sur 10% d'augmentation, et d'autres segments qui ont quand même aujourd'hui aussi fortement augmenté. Donc le climat et le ressenti actuel qu'on a sur le resserrement des financements des particuliers risque de poser problème sur ces typologies de logements-là. Projection 2020, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On estime qu'aujourd'hui, on va atteindre un niveau de vente à 2500 lots, donc c'est-à-dire une activité qui est 2 fois moins importante que sur les années 2016 et 2017, et qui est en recul d'un tiers par rapport à 2018-2019, qui étaient des périodes déjà de frein. On avait connu un ralentissement, on avait également connu un ralentissement sur les mises en vente. Donc, effectivement, on est sur historiquement une année qui va être très faible, voire la plus faible qu'on ait constatée depuis que l'Observatoire existe. Et donc, se pose aussi la question de où va se répartir l'offre sur 2021 et est-ce qu'on n'est pas sur une tendance de hausse des prix avec ce phénomène de pénurie que nous constatons. Pour finir, on a une slide donc sur la comparaison avec les autres grands territoires métropolitains. Le constat aujourd'hui, c'est que la métropole bordelaise est une des métropoles les plus touchées sur les baisses de mise en vente. On est donc sur aujourd'hui le territoire qui est le deuxième, enfin on est le territoire le plus impacté sur les baisses de mise en vente. On constate qu'on a également sur les ventes un repli qui est à peu près similaire sur d'autres territoires de proximité, mais qui reste quand même dans les niveaux les plus élevés, et une part répartition investisseurs-accession qui est dans la moyenne, on va dire. D'autres territoires qui sont historiquement beaucoup plus orientés sur l'investisseur, comme Toulouse, ont vu leur part d'investisseurs baisser, et on voit effectivement qu'en termes de niveau de prix, hormis Lyon qui est sur des niveaux de prix bien supérieurs à nous, on constate qu'effectivement on est sur les niveaux de prix dans les métropoles voisines parmi les plus élevés. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vais du coup passer la main à Emmanuel Cos, et je le remercie encore de sa disponibilité, ancien ministre du Logement, pour un éclairage d'actualité sur les conséquences de la crise sanitaire sur les besoins dans les logements. Bonjour Pierre. Bonjour Emmanuel. Bon, ça va? Tout le monde m'entend? C'est bien? Parfaitement bien. Bon, comme vous le voyez, vous êtes chez moi, donc attendez qu'on ne voit pas toute ma vie. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je remercie Pierre des chiffres que je viens de voir. Moi-même, j'apprends des choses, là, notamment sur l'augmentation des prix. C'est assez incroyable finalement, et je pense que ça va poser beaucoup de questions
pour vous, évidemment, sur l'année qui vient. Alors, j'ai essayé de faire une intervention pas trop longue parce que comme vous êtes tous derrière vos écrans, vous aurez certainement envie d'échanger. Donc, moi, je voudrais vous tracer quelques grandes lignes et puis évidemment, par la suite, Pierre, ce que je vous propose, c'est qu'on en rediscutera et je répondrai évidemment aux questions de tout le monde. La première chose que je voulais vous dire, c'est un discours que je tiens depuis plusieurs semaines, mais je me répète, mais je mets tout le monde un peu en alerte d'essayer de ne pas réfléchir uniquement avec le prisme de la crise Covid. Vous voyez, on a des facilités de réflexion à se dire, ah bah tiens, on a eu un confinement, maintenant il faut qu'on réfléchisse uniquement avec la crise sanitaire. Je veux dire par là qu'évidemment, c'est un événement majeur et c'est quelque chose qui va nous marquer pour les années qui viennent. Tout le monde se souviendra de cette année 2020 très particulière et peut-être malheureusement un peu de l'année 2021. Mais au-delà de ça, ce que je veux vous dire, c'est que ne croyez pas que cet événement va marquer à vie des choses. Il peut accentuer des tendances, mais pas à lui tout seul. Et ensuite, on peut aussi très vite oublier ce qu'on a vécu pendant cette période et ce que ça veut dire. À partir de là, je voudrais simplement vous remettre dans un prisme plus large des événements qui ont lieu. Il y a évidemment le confinement, la crise Covid et ces plusieurs moments de confinement et une remise en cause de beaucoup de secteurs de l'économie qui vont avoir un impact sur nos sujets. N'oublions pas quand même les élections municipales. Qui, me semble-t-il, produit aussi beaucoup d'impact, et dans votre région, c'est notamment le cas sur la métropole de Bordeaux, mais également le mouvement des Gilets jaunes. Alors, je n'en parle pas uniquement en référence aux crises assez fortes qu'il y a eu dans votre région, mais plus généralement, on a vu quand même l'émanation de sujets liés à la perte de confiance, à la défiance envers les autorités, des enjeux pas faciles sur les questions de mobilité. Et donc, ce qui s'est exprimé en gros en 2018 sur ces sujets-là vont continuer à s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en caché pour quelques raisons, mais c'est des problèmes profonds qui ont été exprimés à ce moment-là et ce qui doivent évidemment nous alerter. Ce qui veut dire donc aussi que derrière des décisions que vous êtes amenés à prendre dans vos choix immobiliers et dans la perception des enjeux, il faut certainement essayer de faire attention entre ce qui est profondément durable dans des faits de société et ce qui sont des effets de mode ou des aspirations qui vont très vite changer de nouveau. Si je vous dis ça, c'est parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont des aspirations nouvelles liées à ce qu'ils ont vécu pendant le confinement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils changeront leur mode de vie. Je vous donne un exemple. Il y a eu un sondage qui a été produit par les villes moyennes là, il y a quelques jours, qui montre par exemple que les Parisiens et les Franciliens veulent tous quitter, en grande partie voudraient quitter leur région et aller vivre à la campagne. Si vous lisez ce sondage, vous avez l'impression que tous les Français veulent vivre à la campagne. La réalité, c'est qu'on ne leur a pas demandé non plus s'ils allaient le faire. Et notamment, on peut avoir un désir de vivre à la campagne et en même temps un principe de réalité qui fait qu'on vit aussi là où on a par ailleurs son emploi ou sa famille. Le dernier point sur lequel je vous mets en alerte, et vous en avez évidemment conscience parce que dans votre secteur, ça a eu beaucoup d'impact, c'est les évolutions des modes de travail, avec certainement des changements qui, là, sont peut-être plus durables, évidemment sur le télétravail, évidemment sur l'usage du numérique comme lien social, développement des outils digitaux, le fait qu'on va plus être, les séparations lieu de vie, lieu de travail vont peut-être être moins fortes. Alors ça pose plein de questions, des questions liées au monde du travail, notamment sur l'appartenance des uns et des autres à leur entreprise. Et je pense y compris dans vos agences immobilières, dans vos entreprises, ça peut être des enjeux. Il y a évidemment la question les séparations entre les vies privées, les vies intimes et les lieux de travail. Et donc ça a des impacts évidemment sur ce qu'on produit comme logement. Et puis quand même, plus généralement, l'évolution des outils digitaux qui, à mon avis, sont en train, y compris, de révolutionner beaucoup. Alors, ça a commencé depuis un moment. Ça peut révolutionner de manière importante les enjeux liés à la vente, à la construction, à la présentation des logements, etc. Tout ça pour vous dire qu'il me semble qu'on va vers des histoires
autour, on va dire, de quelque chose d'hybride. On va être dans des schémas de vie où les choses vont être beaucoup plus mélangées. Ce qui ne veut pas dire que ça va être accepté par tout le monde. Et que certainement, le poids du choix personnel va être d'autant plus renforcé dans ces enjeux-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, par exemple, totalement dans l'augmentation du télétravail, le fait de ne plus aller dans leur entreprise travailler, et qui vont vraiment, en fait, tout mélanger et vouloir des espaces communs où, en même temps, ils mènent leur vie personnelle et familiale et leur vie de travail. Et d'autres qui, au contraire, voudront maintenir une séparation des lieux de vie et des lieux de travail très forte, notamment pour, en fait, ne pas que l'une des vies empiète sur l'autre. Mais aussi pour des questions de bien-être psychique. Et j'alerte quand même tous les enjeux sur les dangers aussi du télétravail. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il faut faire très attention à ces effets de mode et que je vois venir où on nous explique dans l'immobilier aujourd'hui qu'en gros, il faut des espaces de enfin quasiment prévoir que dans tous les logements on puisse travailler qu'en gros, dans les entreprises, on doit totalement réduire les espaces de travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le cadre du deuxième confinement, on voit que beaucoup de personnes ont demandé à pouvoir revenir dans leur bureau, travailler là-dessus. Et donc, évidemment, cela n'est pas rien. Mais on peut quand même penser que ces évolutions de nos vies professionnelles et familiales vont amplifier des mouvements qu'on connaît déjà et que vous connaissez, les multiplications d'espaces de coworking et de co-living, en tout cas des lieux où on pourrait peut-être habiter, peut-être travailler, peut-être que c'est des lieux qui d'ailleurs sont privatifs l'un de l'autre, mais sur lesquels on peut avoir ces actions de travail. Le fait surtout qu'on peut avoir des lieux de travail qui ne sont pas les lieux de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et donc ça veut dire aussi dans vos offres que peut-être, je pense notamment à la métropole de Bordeaux, avec tous les enjeux de transport dans cette métropole, la question de savoir si on a plus d'espaces de coworking en deuxième couronne, si je peux parler ainsi, de la métropole, et donc aussi pour réduire les temps de trajet et le nombre de trajets quotidiens, hebdomadaires, pardon, pour aller travailler. Ensuite, donc je vous ai parlé des enjeux d'hybridité et tout ça. Deuxième sujet qui me semble très important dans la période, puisqu'on parlait des nouveaux usages, des nouveaux services, c'est aussi des nouvelles envies. Il est en train, dans notre société française, de se passer quelque chose de la relation de l'individu à la nature, à l'écologie, à l'espace extérieur. Renforcé évidemment par les questions de confinement, mais c'était déjà le cas avant. C'est une montée qu'on a vu se traduire notamment sur les enjeux qui sont liés aux élections municipales, mais on l'a vu avant autour de la Convention citoyenne sur le climat, mais pas que. Ce qui veut dire quand même que cette question de l'accès à un espace extérieur quand on est chez soi, on pourrait penser aussi l'accès à un espace extérieur quand on est dans son entreprise. L'aspect à un espace extérieur qui peut être par ailleurs un espace vert, ce qui n'est pas exactement la même chose quand on est chez soi, sont des choses qui sont de plus en plus demandées, de plus en plus souhaitées. Et j'ajouterai à ça que vous avez une montée quand même très forte et qui peut demain amener justement des nouveaux services dans le logement, qui sont la question de la santé dans le logement et du service lié à la santé qu'on peut apporter dans le logement. Vous avez évidemment les enjeux classiques et pourtant pas toujours résolus de la qualité de l'air intérieur, sur laquelle quand même il y a de plus en plus de propositions qui sont faites, mais à mon avis sur lesquelles on ne parle pas assez et qui est pourtant un enjeu très fort, notamment pour des personnes qui sont très sensibles à ces enjeux de pollution de l'air intérieur. Vous avez évidemment la question de l'accessibilité et je dirais plus généralement du logement adaptable plutôt que du logement adapté. Et puis, sur l'histoire des espaces verts et extérieurs, évidemment, une envie très forte qui est manifestée d'y avoir accès, mais avec quand même Et puis, par ailleurs, une exigence qui, là, est très liée à nos épisodes de canicule qu'on a connus ces dernières années, qui vont être qu'on arrive à reconstituer dans des programmes d'aménagement des îlots de fraîcheur pour justement répondre à ces problèmes de chaleur
Alors, j'en parle notamment puisqu'il y a un grand sujet à Bordeaux sur la minéralité des espaces aménagés et de comment est-ce qu'on ramène de l'ombre, de la fraîcheur, des arbres, puisque vous savez que l'impact est énorme en fait en termes de degrés. Sur, par exemple, le fait qu'il y ait une nature, le fait qu'on mette de l'ombre, on peut faire baisser 2 à 3 degrés très rapidement. Ça a aussi évidemment un dernier enjeu qui est lié à tout cela, c'est la question de la place de l'eau. Alors en plus, dans votre région, elle n'est pas anodine, mais on va avoir aussi voilà, ces recherches d'avoir plus d'espace, non pas naturel, on dirait aménagé, mais avec quand même une volonté de relaisser la nature prendre un peu libre cours dans des espaces de vie qui sont eux-mêmes changés. Donc, ça veut dire aussi, je vous parlais tout à l'heure de lieux un peu hybrides sur le travail et la vie, mais on va aussi avoir des enjeux d'hybridité sur ce qu'on aménage. C'est-à-dire garder une permanence des espaces naturels et de la nature dans des espaces aménagés, donc avoir une offre qui est plus duale, ce qui pose des questions techniques et financières extrêmement lourdes. Hein, je ne les minore pas du tout, mais en tout cas, on voit que ça a été peut-être renforcé par le confinement, mais c'était déjà très présent avant. Et vous allez certainement le retrouver dans notamment les espaces aménagés dont vous parliez tout à l'heure. Avec quand même une contrainte que je pose tout de suite, c'est que quel que soit le type, par exemple, de logement social, privé, quels que soient les niveaux de prix, on peut avoir des volontés très fortes d'espace extérieur et d'espace vert, sauf que les finances de vos clients, par exemple, n'ont pas changé. Donc, on a quand même derrière des enjeux de coûts à l'achat, par exemple, mais de coûts à la maintenance. Donc, y compris avoir des espaces extérieurs verts, ça veut dire derrière de la coût de maintenance. Et donc, ces nouvelles demandes et nouveaux services, il faut réfléchir si vraiment ils sont viables, par exemple, sur une copropriété au long cours. Et donc aussi trouver, pour être dans quelque chose qui ne soit pas non plus trop grand, trop vaste, parce qu'en fait, ça risquerait d'alourdir le prix. Et que quand même, et là-dessus, moi, vous savez, je n'ai pas l'habitude de me cacher, je pense qu'il faut qu'on ait des niveaux de densité qui soient quand même assez élevés, tout en étant agréable à vivre. Mais la densité peut être, si elle est bien conçue et qu'elle est justement assumée, peut être évidemment bien vécue, parce que de toute manière, l'objectif, c'est quand même de consommer moins de foncier. Donc, il faut mieux construire plus dense et moins s'étaler et moins consommer de foncier. Vous avez par exemple d'ailleurs des propositions là, qui sont faites aujourd'hui pour les métropoles, certains architectes qui disent quasiment qu'il faudrait construire des zones extrêmement denses et accepter à côté d'avoir en fait des fonciers totalement nus et qui ont une vocation naturelle et de refuge de la biodiversité extrêmement forte. Donc, voilà, tout ce point-là qui est lié à l'écologie, à la nature, me semble très important, avec aussi un prolongement de ça, qui est les enjeux de la mobilité. Alors, des enjeux de la mobilité qui sont assez multiples. On voit des évolutions de comportement et d'envie qui sont liées, y compris à toutes les politiques liées à la lutte contre la pollution de l'air, des véhicules plus propres, moins polluants, moins consommateurs. Mais on a vu aussi une demande très forte en capacité à avoir des transports publics, mais aussi à avoir une mobilité plus douce. Le vélo, bien sûr, mais aussi la marche à pied. J'insiste bien sur les deux parce que on voit les développements, notamment de l'usage du vélo, et donc ça implique évidemment des aménagements en termes de voirie qui sont importants. Mais pensez aussi, et ça je crois que c'est un manque assez important dans pas mal de programmes d'aménagement aujourd'hui, qu'on oublie parfois la mobilité la plus simple, qui est celle du piéton. Et donc de la marche à pied, et ça veut dire aussi qu'il faut aménager les espaces extérieurs et la voirie en conséquence. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire et qu'il est très important justement de trouver des aménagements qui permettent de répondre à tous ces enjeux-là. La voiture, le vélo, le piéton et aussi les transports publics. J'en parle volontairement avec vous ici parce qu'on sait que les enjeux de la mobilité sont des enjeux absolument
prégnant dans la métropole bordelaise, et en particulier une fois qu'on sort de Bordeaux. Donc, il y a des enjeux évidemment très forts, et ça a évidemment aussi un impact sur les zones de développement immobilier et tout ça. En tout cas, ces nouvelles envies-là vont aussi amener peut-être des services plus importants dans un certain nombre de parcs immobiliers. Je pense évidemment sur la transformation des parkings classiques qui demain deviennent des parkings où on recherche la voiture électrique, des parkings où on peut garer son vélo, et y compris, n'oubliez pas, les vélos cargo, ces vélos où vous pouvez transporter des enfants par exemple, mais aussi vos courses et tout ça, qui est en train de se développer très fortement en France. C'était pas très connu parce que c'est vraiment un truc qu'on voyait plus dans les pays nordiques, mais qui se développe beaucoup aujourd'hui. Les trottinettes, etc. Donc les enjeux de recharge ou les enjeux de place. Modification évidemment des parkings, et puis y compris la question de aussi des objectifs de baisse de l'artificialisation des sols, puisque vous savez que c'est un objectif assez important à l'heure actuelle, et sur lequel on peut se demander si demain, doit-on avoir une vision différente des parkings, c'est-à-dire d'une part, est-ce qu'on arrive à arrêter de faire des parkings en sous-sol, parce que c'est un coût très important dans les programmes de construction, et en plus, une fois qu'ils ne sont pas utilisés, on ne sait plus trop quoi en faire. Il y a eu des expériences, je pense notamment cette expérience à Bègles, où on a des nouveaux parkings en silo dans des espaces modulaires, qui finalement, je trouve, ne sont pas inintéressants. Et puis, tous ces parkings, en fait, qui ne sont pas totalement imperméabilisés, vous avez déjà dû en voir, qui permettent, en fait, de pouvoir avoir des parkings qui, si demain ne sont plus utilisés, retrouver, en fait, une vocation d'espace naturel, puisqu'y compris, on permet que l'eau traverse, évidemment, ces surfaces et que la nature revive. Voilà, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Toujours dans les services, et on peut penser quand même que le confinement a permis de mettre ça aussi plus en avant. Je pense qu'il y a des enjeux très importants qui sont liés d'une part à la qualité de la gestion locative et de la relation du bailleur au propriétaire. Je le dis notamment pour les syndics, et notamment avec les enjeux liés à des moyens digitaux qui permettent d'aller beaucoup mieux. Mais au-delà de ça, je dirais tous les enjeux liés à la conciergerie dans un sens général, et aussi peut-être aux enjeux liés, comment dire, à la relation à l'autre. Je veux dire, les offres qu'il y a parfois dans certains programmes immobiliers, de tiers-lieux, de lieux partagés entre différents habitants, soit des lieux partagés, soit des services partagés proposés aux habitants, soit le fait d'avoir dans des programmes immobiliers des lieux qui ne sont pas des lieux privés, mais qui sont des lieux publics ouverts à l'extérieur, qui peuvent être des lieux où on va, par exemple, je ne sais pas, servir d'accueil pour les distributions des AMAP, mais aussi l'intervention d'associations locales, mais aussi peut-être la vente de produits locaux, enfin, je ne sais pas, des épiceries, enfin, plein de choses comme ça. Et puis, il y a quand même la question de la conciergerie. On voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus, enfin, qui est souvent demandé, qui est assez intéressant, et qui peut évidemment poser demain des questions sur des offres, en fait, dans certains programmes immobiliers. Alors, je suis passée un peu dessus, évidemment, tout à l'heure. Il y a évidemment toute cette question de l'artificialisation des sols et de la consommation foncière demain et des enjeux de l'aménagement. Vous l'avez quand même vu qu'il y a eu des évolutions des pouvoirs publics très fortes sur le sujet, avec des objectifs plus importants, des enjeux donc de limitation de la consommation foncière, donc d'essayer d'être plus frugal dans cette consommation-là. Ça veut aussi dire que derrière, il faut réfléchir à des enjeux de compensation. Parce que zéro artificialisation, ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter. Ça veut dire qu'il faut arriver à compenser quand on n'est pas capable quand on doit absolument construire quelque chose, mais il faut qu'ailleurs on puisse compenser. Donc, il va y avoir des enjeux très forts aujourd'hui sur les traitements de fonciers dits pollués,
des fonciers qu'on ne juge pas propres à l'habitation ou à l'occupation d'activités économiques, mais qui sont en déshérence. Et donc, ça veut dire aussi certainement que dans les nouvelles compétences qui vont s'imposer à l'ensemble de la profession immobilière, il y a tous ces enjeux autour de l'écologie, autour des paysagistes, autour du traitement notamment des enjeux de biodiversité, de faune et de flore, qui aujourd'hui ne sont pas simplement, semble-t-il, je dirais, demandés dans le cadre d'activités, vous savez, de grands projets, de consultations, mais y compris qui peuvent être demandés par des élus dans des tout petits programmes d'aménagement, mais qui auront quand même des exigences. Et en sachant par ailleurs, je reste très volontairement prudente là-dessus, mais on a entendu dans certaines communes la volonté d'avoir des PLU qui seraient dits bioclimatiques. Alors, à vous rappeler, avant, on avait des PLU qui mettaient en œuvre des plans climat. Là, maintenant, on parle de plans bioclimatiques. Il faut regarder évidemment exactement ce que cela veut dire. Mais en tout cas, on peut penser qu'il y a une augmentation des exigences là-dessus, tout en sachant quand même qu'il y a toujours une permanence très forte des besoins en logement. On peut le voir d'une part dans la très forte demande de logement social qui ne cesse d'augmenter, mais aussi quand même dans la très forte demande d'acheteurs dans la promotion privée. Je parle de besoins en logement pour des propriétaires occupants. Hein. Les autres sujets d'investissement, c'est encore un peu autre chose, mais on voit quand même que la demande n'a pas du tout baissé. Et donc, malgré tout, on a des enjeux d'accès au logement qui demeurent et qui n'ont évidemment pas disparu. En tout cas, la question de l'artificialisation qui va devenir un des mantras, enfin, semble-t-il, un des mantras actuels du gouvernement et des pouvoirs publics locaux, doit évidemment être, vous devez l'avoir en tête autant que se peut, même si les PLU ne sont pas toujours totalement en adéquation avec cela. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, on peut se demander comment ces évolutions soient très récentes, soit un peu plus, un peu plus anciennes et qui commencent à marquer des tendances assez fortes. Comment ces évolutions peuvent, me semble-t-il, à terme aussi modifier un peu les offres qui peuvent être aujourd'hui faites en matière notamment de logement et d'aménagement. Je pense quand même que toutes ces évolutions-là, elles vont avoir un impact sur les projets. Et peut-être que le premier impact, ça va être le temps d'attente pour arriver à finaliser un projet, puisqu'on voit quand même qu'on a de plus en plus de remises en cause de projets immobiliers. Alors là, il y a eu les élections municipales, donc évidemment, beaucoup d'élus souhaitent, dans le cadre de leur nouveau mandat, reprendre le travail fait par leurs prédécesseurs. Donc, des collectivités qui, en plus, ont démarré en retard, hein, en juillet, mais en plus dans une période Covid. C'est-à-dire que même des collectivités qui ont une vision assez claire de ce qu'elles veulent faire, elles ne sont quand même pas exactement dans la même énergie qu'à un moment classique où elles n'auraient pas à prendre en compte ces enjeux-là. Vous avez quand même dans ce cadre-là donc certainement une question liée au temps qui me semble très important. Je pense aussi que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous avez vu quand même qu'on a beaucoup parlé pendant la première période de confinement de où vivaient les personnes qui font vivre en gros nos métropoles. C'est-à-dire les personnes dites services essentiels, même si on peut après discuter de c'est quoi un service essentiel. Mais en tout cas, celles et ceux qui n'ont jamais arrêté de travailler même en période de confinement. En gros, le personnel soignant, le personnel de sécurité, le personnel de la grande distribution alimentaire et beaucoup d'artisans, notamment liés au métier de bouche. On est quand même sur des professions qui, pour la plupart, sont des professions à bas salaire, avec des temps de travail en plus qui sont souvent décalés et c'est pourtant ces personnes-là qui ont le plus de mal à se loger au cœur des métropoles. Donc, quand même, il faut, me semble-t-il, avoir en tête que si on veut vraiment répondre et réparer en fait des erreurs du passé, il y aura besoin de trouver des offres de logement à loyer ou à prix d'accession beaucoup plus abordables. Ce qui veut dire aussi que ça doit imposer dans les zones d'aménagement, en fait, qu'on revoie évidemment différemment les charges foncières qui sont pratiquées, que ce soit pour produire du logement social, ou je pense de l'accession sociale à la propriété,
ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut répondre en fait à cette demande-là si on veut maintenir ces salariés dans nos territoires. Et en fait, ces salariés qui font tourner les métropoles. Donc, ça implique aussi certainement un changement de pied de la part des aménageurs, des scènes d'aménagement, mais aussi des collectivités, sur la manière dont on négocie les fonciers maîtrisés. Ça a peut-être aussi un impact sur celles et ceux qui produisent du logement, notamment sur les marges pratiquées. Et certainement que ces marges vont baisser enfin, peut-être elles vont baisser. Ensuite, un autre impact sur les projets liés à toutes ces tendances, je pense, c'est la question des mètres carrés utilisés pour un logement et notamment de leur destination. Alors, je pense que c'est le cas évidemment pour les logements, mais il y a aussi un enjeu de mètres carrés sur la question des bureaux d'activité, puisqu'aujourd'hui, on a du mal vraiment à savoir en fait quels sont vraiment les besoins réels de mètres carrés d'activité, notamment avec des salariés qui ne vont plus être là tout le temps dans leur bureau. Est-ce que pour autant, il faut que ces mètres carrés soient là? Est-ce qu'on est plus sur du mètre carré partagé, donc des bureaux plus flexibles, tout en sachant qu'on a bien vu que tous ces bureaux flexibles et ouverts en période de confinement devenaient quelque chose de très compliqué, puisqu'en fait, il n'y avait plus de mesures de protection des sujets. Moi, je l'ai vu moi-même dans mon expérience personnelle, que des bureaux qui étaient un peu considérés comme vieilleux et obsolètes parce qu'ils avaient tous des portes et en fait, que les bureaux étaient très peu partagés, c'est marrant, mais d'un seul coup, tout le monde est content des bureaux, que ça permet aux gens de travailler dans des meilleures conditions. Donc, la question des mètres carrés, il y aura les enjeux des PLU, j'en ai déjà parlé, et plus généralement, l'enjeu du design des logements offerts, c'est-à-dire, est-ce qu'au-delà des pièces principales que l'on connaît, il faudrait qu'on invente des pièces dites hybrides qui peuvent répondre à, par exemple, la pièce en plus qui accueille un enfant supplémentaire ou une personne supplémentaire dans la famille ou pour des familles recomposées, mais qui peut être aussi le bureau, qui peut être, voilà, vous voyez, cette question de la pièce en plus qui n'a pas trop de destination, c'est un sujet, mais quand on n'a pas la capacité à faire une pièce en plus, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut trouver des aménagements par des alcôves, par des séparations médianes qui peuvent permettre de quand même s'isoler dans ces moments-là. Et puis, dernier impact que je pense très important, qui est lié à ce que j'ai dit sur les mobilités, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les enjeux liés au parking. Et puis, de l'autre côté, il y a des choses qui ne vont pas changer, voire en tout cas que si elles changent, ce n'est pas dans une sorte d'une amélioration. Je pense en premier lieu à la question des salaires et de l'activité économique globale. On a quand même une crainte de voir des gens qui perdent leur emploi durablement, donc leur capacité à se solvabiliser, ou alors des salaires qui ne vont pas augmenter et qui vont stagner, voire baisser, notamment avec une permanence de l'activité partielle. Avec en plus des secteurs économiques durablement touchés, l'aéronautique, le tourisme, qui vont être touchés pour de nombreuses années, donc ça pose des questions. Deuxième sujet, mais vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'est l'accès au crédit, avec évidemment les nouvelles conditions qui ont été appliquées depuis janvier et qui évidemment peuvent rendre les choses encore plus difficiles pour une partie notamment des accédants dans leur parcours résidentiel. Et puis enfin, ce qui malheureusement ne change pas toujours, c'est évidemment les enchères et les concurrences sur les fonciers. Et de ce point de vue-là, je pense qu'à un moment, si on n'arrive pas à réguler, notamment sur les fonciers les plus en vue, évidemment, un foncier acheté très cher, les prix derrière vont être extrêmement répercutés. Et donc, c'est notamment pour ça que je réagissais tout à l'heure à la slide là, sur les niveaux, les niveaux des prix, parce que vous êtes évidemment dans un secteur extrêmement attractif et qui bouge. Et on voit aussi à un moment la limite en fait d'arriver à cette augmentation des prix et cette forte demande, parce qu'en effet, à un moment, on va être extrêmement en difficulté pour répondre notamment aux enjeux d'accédants en fait des revenus médians de la France et qui donc ne sont pas capables de suivre avec cette évolution des prix, d'autant plus que le crédit ne va plus les accompagner sur ce sujet-là.
Donc, évidemment, ça pose quelques questions. Bon, finalement, je ne voulais pas parler longtemps, mais j'ai parlé quand même une demi-heure. Donc, je vais maintenant vous laisser me poser des questions. Vous avez vu, j'ai voulu vraiment rester dans des grands sujets. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais évidemment, je le fais à votre demande si nécessaire. Merci Emmanuel pour cette intervention très complète et très intéressante. On va passer maintenant aux questions, donc n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Donc, il y a des questions. Je vois des questions, Pierre. Alors, je vais répondre à la première question. Alors, pour rafraîchir les villes, une politique de renaturation passe par la déimperméabilisation espace public et privé. Quelle solution pour agir sur la mutabilité des sites fortement imperméabilisés en ICU et pouvoir les mobiliser plus aisément? Moi, vous savez, je suis quand même pas une technicienne. Ce qui est certain, c'est que on a de toute façon des enjeux, je pense, sur l'aménagement de redonner, notamment à l'eau, des capacités à réinfiltrer les sols, parce que c'est des enjeux très importants, vous le savez, d'un point de vue agricole, mais aussi tout simplement pour baisser la température de nos métropoles et aussi pour répondre aux enjeux qui sont liés évidemment à des événements climatiques très difficiles. Donc, il y a tout un travail sur les espaces publics, mais moi, je le dis aussi sur l'ensemble, par exemple, des zones industrielles. Déjà, si on s'attaque aux parkings, aux délaissés, il y a un nombre de délaissés dans les zones polyvalentes et les zones industrielles absolument terribles. Et y compris après, peut-être qu'on va pouvoir moins spécialiser certaines zones qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et ça veut dire aussi très clairement un réinvestissement sur les enjeux de voirie et les enjeux d'aménagement sur lesquels aujourd'hui les collectivités ne sont pas toujours prêtes à le faire. On pourrait quand même se dire peut-être qu'à l'occasion, par exemple, de réhabilitation de locaux d'activité et tout ça, on essaie d'avoir une approche justement qui permet d'être plus durable de ce point de vue-là et qui permettent d'avancer. Et je pense déjà, vous savez, les parkings des supermarchés, c'est quand même un enjeu énorme à l'échelle d'une métropole. D'autres questions? Moi, du coup, merci Emmanuel. J'avais peut-être du coup une question à vous poser. Effectivement, je trouve que l'approche sur le verdissement, les demandes aujourd'hui qui sont faites sur le verdissement des immeubles, qui est une tendance aujourd'hui beaucoup portée par les politiques et qui du coup a tendance à arriver principalement d'abord dans les grands projets. Comment est-ce que vous pensez que cette démarche-là va pouvoir s'irriguer sur les programmes plus petits, sur des opérations plus petites? Parce que la question aujourd'hui de fond, c'est que en tant qu'opérateur privé, on voit surtout un surcoût dans la démarche, sans pour autant avoir ce besoin ou cette nécessité qui est exprimée par les propriétaires occupants. Donc, il y a un peu on sent une tendance de pousser avec les élus dans cette démarche-là, et pour autant une demande client sur les propriétaires occupants qui n'est pas spécifiquement là-dessus et qui, pour le coup, peut avoir un impact aussi sur les prix de vente par le surcoût des travaux. Alors, en effet, Pierre, je pense qu'il y a deux questions. Il y a aujourd'hui la question de l'impact en émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des collectivités qui vont avoir des demandes sur le verdissement pour deux raisons. Limiter les émissions de gaz à effet de serre de son territoire et aussi prévenir les enjeux de concentration de la chaleur et donc de faire baisser la température dans des secteurs très minéraux. Alors qu'en effet, je pense que du côté, par exemple, d'un acheteur, la question va plutôt être de savoir est-ce que j'ai une terrasse, est-ce que j'ai l'accès à un espace, un petit jardin, etc. Donc, il faut concilier les deux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut… Moi, je vous préconise néanmoins, quelles que soient les solutions proposées, que vous essayez de les envisager dans leur globalité et notamment sur la durée. Je vais vous donner un exemple. Parce que j'ai discuté avec un sociologue qui a suivi un immeuble en accession sur lequel a été fait un mur végétal avec un enjeu très intéressant.
Bon, le problème, c'est qu'en fait, personne n'avait anticipé que, ce qui est un peu dommage, mais quand on végétalise, on amène de la biodiversité, mais on amène aussi de la faune, en fait, des bêtes, des insectes. Il y a eu un énorme problème avec les copropriétaires qui ont découvert qu'en fait, avoir des fleurs et de la nature, ça amenait des araignées, des escargots. Vous voyez, c'est des choses aussi simples que cela. C'est d'ailleurs fait pour ça. C'est d'ailleurs fait pour ça. Mais justement, peut-être que le mur qui a été choisi n'était pas le meilleur mur. Peut-être qu'il aurait fallu prendre un autre pignon parce qu'en fait, ça a été un énorme problème de gestion avec les copropriétaires et en fait, y compris un enjeu de maintenance très particulier. Mais à côté de ça, ce qu'on voit par exemple, c'est que parfois les murs demandent de la végétalisation, mais il y a des sujets qui peuvent, en fait, s'ils sont anticipés dès le début, le surcoût n'est peut-être pas totalement énorme. Je pense notamment pour des immeubles collectifs aux toitures végétalisées. C'est des questions qui peuvent, si elles sont bien envisagées, y compris en termes de valorisation du patrimoine, ça peut être intéressant sur la durée. L'histoire des écomatériaux, je ne dis pas qu'il faut faire tout en écomatériaux, mais amener une dose d'écomatériaux. Alors en plus, on n'en a pas parlé, mais il y a tous les enjeux de la réglementation environnementale à venir, mais les écomatériaux peuvent amener ça. Et puis après, je pense qu'il faut qu'on retrouve des choses simples, c'est-à-dire notamment, et vous le savez, ce n'est pas que la nature, les enjeux de chaud et froid. Il faut qu'on rejoue aussi sur la question des vents, la question de comment les courants d'air se font dans un territoire. C'est des réflexions, y compris, qui ont été portées, me semble-t-il, à Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, mais qui me semblent importantes. C'est sûr que plutôt que de faire porter aux plus gros programmes les plus chers des ambitions environnementales très fortes et très dures, où en gros, enfin, voyez, on ne fera pas du zéro émission tout de suite. Hein. Je pense qu'on n'est aujourd'hui pas en capacité de faire toute une production en zéro émission carbone, mais par contre, on peut peut-être un peu tout verdir. Donc, je pense quand même qu'il faut regarder ça. Après, un des freins pour vous, en tant qu'acteur privé, c'est que vous êtes quand même très dépendant des choix publics qui peuvent être faits par ailleurs. Je pense notamment à des évolutions sur la voirie, sur les exigences du PLU, et ça amène peut-être à faire comprendre aux collectivités qu'elles ont besoin de travailler en partenariat avec vous. C'est-à-dire que certainement, il faut que vous soyez plus associés et que vous alliez plus dès le début dans les réunions de concertation sur tous ces sujets-là, puisqu'en fait, vos programmes immobiliers devront en fait répondre correctement à ce qui va être fait sur l'aménagement de la voie publique. Et là-dessus, évidemment, ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Merci Emmanuel. Il y avait une question sur les prix du foncier. Bon, il y a plein de solutions. Après, il faut encore décider de le faire. Hein. Évidemment, on a deux sujets. On a le foncier diffus en main des propriétaires privés. Et puis, on a les fonciers avec un portage public. Donc, c'est des dimensions un peu différentes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est quand les fonciers qui relèvent de l'aménagement public, en fait, participent au niveau des enchères et à l'augmentation du foncier. Je pense que pour moi, c'est un des premiers sujets. Et donc, maintenant, on l'a vu quand même que pas mal d'établissements publics d'aménagement ont prévu de maîtriser les charges foncières et d'essayer de les lisser pour qu'en fait, on arrête des enchères dingues sur ces sujets-là. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On a de toute manière des fonciers, y compris chez les propriétaires privés, qui sont très élevés. Donc, il peut y avoir des moyens, mais encore faut-il avoir l'argent. C'est vrai qu'il y a des villes qui essaient de faire baisser un peu les enchères en faisant de la préemption, mais bon, ça a pas quand même on n'a pas la capacité de le faire partout. Il y a ensuite, et moi, ça quand même, j'ai vu l'impact quand c'était mis en œuvre, avoir des établissements publics fonciers. Alors, nous sommes dans une région, vous le savez, pendant longtemps, la métropole de Bordeaux ne voulait pas de l'établissement public foncier plus général, mais beaucoup de grandes métropoles les ont eu avant et ont beaucoup utilisé ça, pas simplement pour du foncier à vocation de logement. Hein. Il y a eu beaucoup de maîtrise foncière, notamment sur du foncier dit industriel, et donc pour faire de la restructuration de foncier pour l'activité. Mais donc les choses avancent notamment dans votre région là-dessus, mais ça permet quand même de le faire. Il n'empêche que demain, un établissement public foncier qui intervient à Bordeaux, il intervient malgré tout au prix du marché d'aujourd'hui. Donc ça rend les choses évidemment compliquées. Je pense enfin que d'une part, il faut qu'on arrive à pousser les villes, les communes à
augmenter leur compte foncier pour quand même essayer d'anticiper un peu et peut-être de porter quelques fonciers pour le long terme à 20 ou 30 ans, comme l'ont fait parfois des villes précédemment avec des réserves foncières. Et ensuite, il y a les derniers sujets qui se développent beaucoup de démembrement, notamment dans l'accession sociale à la propriété, de démembrement du foncier et du bâti avec les OFS-BRS. Moi, je peux vous dire que j'y crois beaucoup. Hein. J'ai beaucoup milité pour leur développement. Ça marche bien. En tout cas, en termes de commercialisation, ça marche plutôt bien. Ça permet d'avoir des décotes de 20%. Après, ça permet en fait de reprendre une offre abordable sur un foncier cher. Mais ça ne permet pas de faire baisser le prix du foncier. C'est malheureusement le sujet. C'est que malgré tout, le propriétaire privé, il n'y arrive pas. On pourrait discuter de modifications législatives. Hein, c'est un débat ancien. Vous savez aussi qu'il y a tout un débat sur les valeurs locatives, etc. Sincèrement, je pense que malheureusement, on aura très peu d'évolution législative sur les valeurs foncières et tout ça. Donc, je pense plutôt qu'il faut qu'on ait des rapports un peu plus de pression, d'une part, pour que les propriétaires vendent plus vite et qu'il y ait moins de rentes foncières. Mais peut-être aussi, par exemple, qu'avec des prescriptions des PLU, on peut arriver à faire baisser en partie les prix. Tout ça étant évidemment... je reste très prudente parce que c'est des évolutions sur du long terme. Et on sait qu'on n'aura pas des implications en un an ou deux. Juste donc pour répondre, merci encore Emmanuel, pour répondre à la question de Nathalie Froment, comment expliquer la hausse des prix sur Bordeaux Métropole. Il y a un phénomène qu'on constate, c'est un phénomène aujourd'hui de pénurie qui fait qu'il y a une pression sur les prix sur tous les territoires. Et ce qu'on constate, c'est que quand même cette évolution, Bordeaux est fortement représenté et pour autant Bordeaux a maîtrisé une partie de ses prix parce que la production est beaucoup en secteur aménagé. Donc aujourd'hui, on peut quand même s'attendre à ce que les prix restent durablement élevés, voire même continuent à augmenter. Donc là-dessus, l'explication, elle est sur cette notion de pénurie, mais également sur cette notion que la part de la ville de Bordeaux étant très importante, mécaniquement, les prix vont aussi en représentation globale être plus importants. Et il y avait une suite à la question, quelle est la part du prix du foncier dans ce prix? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Non. Donc là, effectivement, ça, c'est un élément qu'on ne suit pas nous. On s'attache vraiment à la notion de vente du produit final. Donc, pour le coup, on n'a pas capacité à vous répondre sur cette deuxième partie de question et on en est désolé. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on vous remercie pour l'intervention, Emmanuel, et on remercie à tous les participants puisqu'on vous étiez fortement représentés, on était plus de 70. Donc, super. Merci à tous. On vous propose, on a une autre intervention cet après-midi à 14h. Donc, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, pour vous y inscrire. Donc 2 représentations successives, une sur le Sud-Aquitaine et une sur La Rochelle, avec des intervenants différents sur les deux, Pierre Madec et Robin Rivaton. Donc n'hésitez pas à nous retrouver à 14h et à poser toutes les questions et à préparer vos questions en vue de ces réunions-là. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Pierre, à bientôt. À bientôt.